Tantôt alignés sur leur méthode autoritaire, tantôt en opposition sur l'attitude à adopter en Ukraine, Donald Trump et Vladimir Poutine forment un étonnant duo. Sur l'avenir de la guerre, sur l'OTAN ou encore sur le Moyen-Orient, la relation entre les deux hommes a des conséquences géopolitiques majeures. À l'image de ce tandem, et depuis Franklin Roosevelt et Joseph Staline durant la Seconde Guerre mondiale, les liens entre dirigeants russes et américains ont défini les trajectoires des deux pays et du monde. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Les Hommes du téléphone rouge, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 2, entre Brejnev et Nixon, la détente. Un téléphone installé dans les toilettes de la Maison Blanche, comme dans Forrest Gump, ou un appareil pour lequel il faut de la monnaie pour passer un appel vers Moscou, à l'image du docteur Folamour de Stanley Kubrick. Si l'imaginaire autour de la hotline entre l'URSS et les États-Unis est riche, c'est notamment parce que cette liaison s'est avérée régulièrement décisive. Installé, comme nous l'avons expliqué dans le premier épisode de cette série, en 1963, après la crise des missiles de Cuba, ce téléscripteur sera un outil important durant la guerre froide. Et notamment entre le président Lyndon Johnson, qui a succédé à Kennedy, et Alexeï Kosygin, président du Conseil des ministres de l'Union soviétique, l'un des hommes au pouvoir. En juin 1967, la guerre des 6 jours est déclenchée entre Israël et des États arabes menés par l'Égypte. En marge de ce conflit, l'USS Liberty, un navire américain, est attaqué le 8 juin dans les eaux internationales au large de la péninsule du Sinaï. 34 Américains sont tués et plus de 170 blessés. Alors que le moindre incident entre l'URSS et les États-Unis pourrait dégénérer en affrontement nucléaire, le téléphone rouge est utilisé pour confirmer qu'il s'agit d'une attaque israélienne et non soviétique. Et alors que les discussions entre les États-Unis et l'URSS sont rares, 19 messages seront échangés durant la guerre des 6 jours via cette fameuse hotline. Si la tension est aussi forte entre l'Union soviétique et les États-Unis, c'est notamment à cause d'une doctrine militaire qui s'est mise en place. On parle de l'équilibre de la terreur. L'expression équilibre de la terreur, elle est d'origine américaine. Andrei Kosovoï, professeur à l'Université de Lille, spécialiste des relations internationales, notamment durant la guerre froide, qui nous accompagne durant cette série. C'est l'idée que les deux puissances, en tout cas les camps qui se font face, occidental, américain et soviétique, l'arsenal nucléaire de chaque puissance est si important que si une guerre venait à débuter, il n'y aurait pas de vainqueur. Donc les armes nucléaires et thermonucléaires sont essentiellement des armes de dissuasion. Mais cela implique qu'il y ait inévitablement ce qu'on appelle une course aux armements, puisqu'on va chercher à développer des armements de plus en plus sophistiqués, de plus en plus puissants, et derrière cette idée de défi, il y avait bien sûr aussi, il faut le souligner, un complexe d'infériorité très important. Et dans les rencontres entre les dirigeants, c'est quelque chose qui ressort très souvent. Les Russes, les Soviétiques arrivent déjà avec ce sentiment que oui, c'est un peu du bluff leur histoire. Ils ne sont pas une véritable superpuissance. Quand ils envoient Gagarine dans l'espace, en 1961, c'est évidemment un succès mondial. Les Américains n'en reviennent pas. Comment cette puissance pauvre a pu réaliser un tel exploit? Le beau-fils de Khrouchtchev, on raconte qu'il lui a demandé à ce moment-là, mais pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pourquoi on investit des millions pour envoyer des gens dans l'espace? Ne croyez-vous pas que si on les envoie dans l'espace, tout le monde verra qu'on est cul nu, que derrière cette façade de technologie, d'armes surpuissantes, on est incapable de nourrir notre population, de la vêtir correctement. On se dit, mais ça va aller jusqu'où cette histoire? On est capable de détruire la planète plusieurs fois, plusieurs centaines de fois maintenant. Un jour, il va falloir penser à s'arrêter. Arrêter cette course à l'armement, c'est ce qu'aura tenté de faire Nikita Khrouchtchev. Et celui qui va vouloir poursuivre dans cette direction s'appelle Léonid Brejnev. Léonid Brejnev, il succède à la tête du parti soviétique à Khrouchtchev à la suite d'un coup d'État, d'une révolution de palais, comme on dit, en octobre 1964. Il a joué un rôle très important dans cette révolution de palais, renversé Nikita Khrouchtchev, qui était son bienfaiteur. D'une certaine manière, il l'a beaucoup aidé dans sa carrière. Mais les relations, comme souvent, vont se dégrader entre les deux anciens compagnons. Les choses vont plus mal sur le plan économique. Khrouchtchev vivra l'affaire des missiles de Cuba comme une humiliation personnelle. Khrouchtchev est envoyé à la retraite et Brejnev restera au pouvoir pendant 18 ans, à la tête du pays, de 1964
à 1982. Il n'a pas le pouvoir personnel d'un Staline, ni même d'un Khrouchtchev. Disons que c'est le président-directeur général de la société URSS. Physiquement, Léonid Ilyich Brejnev a un aspect tout à fait autoritaire. Il a un visage large, le sourcil épais. Il parle d'une voix très forte. Monsieur Brejnev est né en Ukraine, comme Nikita Khrouchtchev. On le voit comme une figure de transition d'une certaine manière, Brejnev, à ce moment-là. Certes, c'est un homme qui est très expérimenté, qui a fait énormément de choses dans sa vie, mais qui n'a aucune expérience en politique étrangère, qui va véritablement commencer de zéro, encore plus que Khrouchtchev, quoi. Mais son tempérament est beaucoup plus stable que celui de Khrouchtchev. C'est pas quelqu'un qui pique des colères noires, il est beaucoup plus calme, posé, rusé. C'est un homme de la stabilité. Voilà. Stabilité des cadres, c'est le maître mot à l'époque de Brejnev, et qui va, au fil des ans, devenir une forme de stagnation. Un pouvoir d'abord partagé avec par exemple Alexeï Kosygin et qui sera ensuite entièrement récupéré par Brejnev. À la fin des années 60, un nouvel acteur entre dans la danse. Il s'appelle Richard Nixon, il est républicain et vient d'être élu en janvier 1969 président des États-Unis. Les Américains sont alors empêtrés dans la guerre du Vietnam qui dure depuis 1955. Les Américains ont envoyé leurs troupes à partir de 1965. Pour les Soviétiques, les alliés naturels, c'est bien sûr le Vietnam communiste, le Viet Minh, et les Soviétiques vont armer le Viet Minh pour affronter donc les Américains, qui soutiennent le Vietnam du Sud. Les bombardements sous Nixon vont atteindre un point sans précédent. Les bombardements du Vietnam, du Nord, mais aussi du Cambodge et du Laos. Mais les Américains ont plusieurs atouts dans leur manche. D'abord, la situation économique de l'URSS s'aggrave. Les réformes ne suffisent pas à mettre un terme aux pénuries, l'Union soviétique a besoin de s'ouvrir. Et puis, le bloc communiste est fragile. Les relations entre la Chine et l'URSS se dégradent. Le camp communiste, la grande famille communiste, on le voit après 1953 en fait, après la mort de Staline, quand se met en place la déstalinisation de l'Union soviétique, cette grande famille commence à se disputer. Cette grande famille, c'est-à-dire l'Union soviétique et ses partenaires, à commencer par la Chine. La Chine communiste, Mao a pris le pouvoir en 1949. Pour Staline, c'était bien sûr une grande victoire. Après la mort de Staline, il va vouloir jouer le rôle de égal de l'Union soviétique et surtout il n'accepte pas l'idée de déstalinisation. On s'attaque finalement au fondement de la dictature et de ce qui fait la force de Mao, quoi. Pour les soviétiques, il y a une crainte qu'ils ont aussi, c'est de se retrouver en quelque sorte pris en étau entre d'un côté le camp occidental, de l'autre côté la Chine. Une crainte de plus en plus forte quand en 1972, Nixon se rend en Chine pour rencontrer Mao Tse-tung. Il devient le premier président américain à visiter Pékin depuis la révolution communiste chinoise en 1949. Cette semaine, nous avons changé la face du monde, dira le président Nixon au terme de son voyage en Chine. L'image de Mao souriant à Nixon sera diffusée par la télévision aux quatre coins du monde. On peut croire que les deux hommes d'État sont tombés d'accord sur le fait que, comme l'indiquera par la suite le président Nixon, le peuple chinois et le peuple américain tiennent l'avenir du monde dans leurs mains. De quoi convaincre Brejnev d'accélérer la détente avec l'Occident. C'est une de détente, de rapprochement. Le mot détente, razryadka, c'est en fait la continuation de la coexistence pacifique qui avait été initiée par Khrouchtchev. Elle ne débute pas par un rapprochement avec les États-Unis. Elle débute par un rapprochement d'abord avec la France. Le moment historique qui scelle cette détente, c'est le voyage de De Gaulle, le président De Gaulle, à Moscou en 1966. C'est vraiment là le début de la détente de l'Union soviétique avec l'Occident. Elle va se poursuivre avec le rapprochement entre l'Union soviétique et la RFA, l'Allemagne de l'Ouest. Et puis, enfin, on arrive à partir des années 70, de 1972, avec la percée, le rapprochement avec les États-Unis. La première rencontre entre le dirigeant soviétique et le président américain est organisée en mai 1972 à Moscou. Une rencontre dénoncée par l'entourage de Brejnev. On est alors dans le contexte de la guerre du Vietnam. Donc de ce point de vue-là, on imagine mal comment est-ce que pourrait avoir lieu le rapprochement entre les Américains et les Soviétiques. Mais l'idée de Brejnev, c'est que il faut pas s'attacher à ça. Il faut pas s'attacher à ça. Il faut distinguer ce qu'on appelle le devoir internationaliste, ce qui fait qu'on va être solidaire de pays communistes ou socialistes, comme ils les appellent, et puis le fait d'obtenir quelque chose de nos adversaires idéologiques, en l'occurrence les Américains.
parce qu'on a tout intérêt à nous entendre avec eux. Et puis, il ne faut pas non plus se laisser duper par nos frères, nos amis du tiers-monde, nos frères socialistes, les Vietnamiens, etc. Il ne faut pas oublier aussi qu'ils ont leur intérêt propre. Et leur intérêt propre, c'est de dire quoi? C'est de pomper le plus d'argent possible chez nous. Si on réussit à s'entendre avec les Américains, on stabilise les relations internationales, on a un système, un ordre mondial qui est stable, on peut se développer tranquillement et on peut bâtir le communisme. Pour satisfaire ceux qui s'opposent à cet échange, Brejnev va d'abord se montrer très froid avec Nixon avant de se faire beaucoup plus souriant. Le président américain le surnommera même Dr Jekyll et Mr Hyde. Moscou avait tout calculé au plus juste. La cordialité mesurée de l'accueil officiel, strict minimum mais honorable, la vitesse du cortège, plus de 100 à l'heure entre l'aéroport et Moscou, le voyage dans une limousine soviétique, enfin l'accueil populaire. Imitant Mao Tse-tung qui ne s'était pas déplacé à Pékin, Brejnev attendait Nixon au Kremlin, ce qui signifiait « nous parlerons affaires mais non pas amitié ». C'est pourtant bien extraordinaire de voir flotter sur le Kremlin le drapeau des États-Unis. La sécheresse calculée du cérémonial est aussitôt rachetée par le long entretien, 90 minutes, non prévu au programme, entre le président Nixon et Léonid Brejnev. Interprète excepté, ils sont seuls pour ce premier vrai tête-à-tête. Pourtant, ce n'est pas le premier contact entre les deux hommes. Brejnev va utiliser quelque chose de très intelligent, faire quelque chose de très intelligent. Il va montrer une photo à Nixon, une photo de 1959, où tous les deux hommes sont sur la photo. On est donc en 1959 à l'époque de Khrouchtchev. Vous avez une exposition américaine qui est organisée à Moscou. On est à l'époque du dégel, du rapprochement avec l'Occident. Une exposition sur les réalisations américaines, sur notamment les bienfaits matériels de la société consumériste américaine. Et le fameux débat qui a lieu à ce moment-là entre Khrouchtchev et Nixon, Nixon qui est alors le vice-président d'Eisenhower. Le débat des cuisines, puisqu'il se trouve à côté du stand des cuisines américaines. Et Khrouchtchev débat avec Nixon pour savoir quel est le pays qui aura les meilleurs téléviseurs, les meilleurs réfrigérateurs. Enfin, c'est quelque chose de tellement impressionnant pour l'époque. Et Brejnev est à côté de Khrouchtchev. Il est à l'époque président du Parlement soviétique, du Soviet suprême soviétique. Éveiller ce sentiment de nostalgie, c'est un moyen de se rapprocher de son interlocuteur, c'est de le séduire et de se créer une relation de confiance, de complicité. C'est ce que recherche Brejnev. Brejnev, qui n'a qu'une très petite expérience de la politique étrangère, a quand même une idée qui est très juste, c'est celle de la nécessité de créer des relations interpersonnelles. Il faut absolument court-circuiter l'immense machine bureaucratique, celle du ministère des Affaires étrangères, celle du parti, qui empêche que des décisions réellement intéressantes soient prises et vite. Il s'agit de les prendre vite. Un autre élément qui sera aussi mentionné et qui participera de cette création d'une nostalgie commune, c'est que les deux hommes se souviennent de la guerre. Brejnev a été sur le front et Nixon aussi, il a été pilote, il faut se souvenir, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on fera visiter à Nixon les grands sites. C'est pareil, il ira à la ville de Volgograd, ex-Stalingrad, et on fera prendre conscience à Nixon donc du sacrifice qui avait été accompli par le peuple soviétique pour la grande victoire de 1945. Et c'est quelque chose qui va beaucoup marquer Nixon. C'est que cette grande nation, c'est pas que le régime communiste, c'est une grande nation. Celle a été capable de vaincre les Allemands, certes avec notre aide, mais quand même par ce grand sacrifice aussi. C'est qu'elle mérite tout notre respect. La rencontre est une réussite, les deux dirigeants parviennent à un accord et vont signer le traité SALT. Strategic Arms Limitation Talks, un accord de désarmement d'ogives nucléaires. On va limiter le nombre d'ogives nucléaires dont dispose chaque pays. On va signer un accord ABM, Anti-Ballistic Missile, qui va limiter les capacités des pays à se défendre contre les offensives nucléaires. Ceci justement pour que chaque pays ne se sente pas capable d'attaquer l'autre en toute impunité, en quelque sorte. Voilà. C'est le principe même de l'équilibre de la Terre. Moment capital et historique des relations entre les deux grands. Ce document, selon le commentateur de la télévision soviétique, a pour objet de renforcer la paix et de créer les fondements pour prévenir la menace de guerre. Lors de cette visite, Brejnev et Nixon signent un nombre d'accords sans précédent, portant autant sur le militaire que sur l'économie. À son tour, Léonid Brejnev se rend aux États-Unis. Nous sommes en juin 1973. Chacun comprend combien il importe, à notre époque, de renforcer la confiance entre les pays.
Cette confiance est exceptionnellement importante quand il s'agit d'une sphère aussi délicate des relations que la préservation de la sécurité de chaque peuple et de tous les peuples. Le problème fondamental ici est de prévenir un nouveau déroulement de la spirale de la course aux armements. Il a été accueilli à bras ouverts par Nixon, qu'il a offert plein de cadeaux. Il y a des photos où on montre Brejnev recevant des Colts. C'était un grand passionné de chasse, Brejnev. Donc les cadeaux, ça fait partie aussi de ces sommets, tout ce qui est non-verbal, les rituels destinés à charmer l'adversaire, ce qui était encore récemment l'adversaire et qui devient désormais un partenaire. Le mot partenaire devient de plus en plus utilisé à ce moment-là. Et effectivement, ces rencontres contribuent à ce que les relations se stabilisent, on s'éloigne du risque de guerre, du risque de crise entre les deux superpuissances. Durant ces années, les deux dirigeants vont entretenir une très bonne relation. La détente est au plus fort. Cette proximité va d'ailleurs se montrer très utile lors de la guerre de Kippour en octobre 1973, qui voit s'opposer Israël et une coalition menée par l'Égypte et la Syrie. Le jeu des alliances faisait des deux grands les principaux fournisseurs d'armes des belligérants. De cette course-poursuite, on pouvait craindre le pire. Les États-Unis et l'URSS ont tiré la sonnette d'alarme avant que ce processus d'escalade n'atteigne le point de non-retour. Henry Kissinger, sur la demande de Moscou, s'est donc rendu samedi soir en URSS. Des 24 heures de négociations entre Léonid Brejnev et le secrétaire d'État américain, il est ressorti deux choses. Un accord pour un cessez-le-feu immédiat et un désir évident des deux superpuissances de ne pas sacrifier la détente à une guerre que ni l'un ni l'autre ne souhaitait. Leur image s'est améliorée en termes d'image. Il y a eu des relations culturelles très importantes qui se sont développées. Il y a des étudiants qui viennent aux États-Unis, des étudiants américains qui viennent en Union soviétique. Donc, les relations s'humanisent et on a une forme de système finalement de guerre froide qui se met en place. Certains ne parlent même plus de guerre froide à ce moment-là. Ils pensent qu'on a tourné définitivement la page de la guerre froide, que l'affrontement est terminé. C'est inexact puisque derrière la façade de ces rencontres au sommet, il faut quand même se rendre compte, derrière cette façade, la rivalité se poursuit dans le tiers-monde. Elle se poursuit au Vietnam, elle se poursuit en Afrique, dans les pays récemment décolonisés, où les Américains et les Soviétiques s'affrontent par le biais de diverses organisations, soit marxistes, soit anti-marxistes. En Amérique latine aussi, de ce qu'on appelle l'arrière-cour des États-Unis. On a cet affrontement qui se poursuit, donc dire que la guerre froide est terminée, c'est absolument faux. Dans le domaine du renseignement, évidemment, l'espionnage, on est très loin d'avoir tourné la page, on continue de s'espionner, mais le système mondial, on a l'impression qu'il s'est quand même beaucoup stabilisé. Et que le risque de troisième guerre mondiale, l'affrontement nucléaire entre l'Union soviétique et les États-Unis, qui sont une grande crainte pour l'opinion publique américaine, ce risque s'est éloigné. Et donc Brejnev et Nixon vont se rencontrer à plusieurs reprises. C'est un fait sans précédent depuis l'époque de Staline-Roosevelt. Et en 1974, avant le départ de Nixon, Nixon se rend une deuxième fois en Union soviétique. Richard Nixon est en effet forcé de démissionner à la suite du scandale du Watergate. Nous en venons maintenant aux questions internationales. Les États-Unis se passionnent pour l'affaire Watergate. Watergate, c'est en fait le nom du bâtiment où, jusqu'à présent, se trouvait le quartier général du Parti démocrate. Or, pendant la campagne présidentielle de l'année dernière, où le candidat démocrate McGovern se préparait à affronter le candidat républicain qui était M. Richard Nixon, l'immeuble Watergate fut cambriolé. Et l'on dit que c'est ainsi que le Parti républicain aurait appris la stratégie électorale de ses adversaires, les membres du Parti démocrate. C'est peut-être le plus grand scandale politique américain depuis la fin de la guerre. Les relations avec les successeurs de Nixon, ce sera beaucoup moins facile. Avec Ford, puis avec Carter, et surtout avec Reagan. Parce que quand Reagan arrive au pouvoir en 1981, il faut se souvenir que Brejnev est toujours au pouvoir. Brejnev aura connu 4 présidents américains. C'est sans précédent, c'est un record. Mais il ne peut pas utiliser cette expérience qu'il a, Brejnev, pour parler avec eux. D'abord, pour des raisons de santé. Le Brejnev qui parle à Carter à la fin des années 70, le Brejnev qui écrit à Reagan au début des années 1980, c'est l'ombre de Brejnev. Inévitablement, quelqu'un d'autre va arriver au pouvoir et qui ne sera pas forcément sur la même longueur d'onde que lui. C'est ce qui va se passer avec son successeur, qui sera Andropov, l'ancien dirigeant du KGB.
Et puis surtout, on a quelque chose de très grave qui est arrivé dans les relations entre les deux pays. On a eu une dégradation lente de la détente dans un contexte où l'Union soviétique s'est mise à réprimer de plus en plus ses dissidents dans les années 70, et puis jusqu'au point de non-retour de 1979 qui a été l'invasion de l'Afghanistan. L'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique, c'est ce qui tue définitivement la détente et rend impossible finalement toute possibilité d'entente et même de rencontre entre les dirigeants des deux pays, puisque cette guerre va durer pendant 10 ans, va empoisonner les relations entre les deux pays. Des relations qui vont rester tendues jusqu'au milieu des années 80. Demain, on se penche sur un nouveau duo de dirigeants soviéto-américains, Mikhail Gorbatchev et Ronald Reagan. Nous serons toujours accompagnés d'Andrei Kosovoï, professeur à l'Université de Lille, spécialiste des relations internationales et d'histoire russe, auteur de « Les services secrets russes des tsars à Poutine » aux éditions Talendier. Pour ne pas rater cet épisode, rendez-vous chers auditeurs sur n'importe quelle plateforme de podcast, comme Spotify ou Castbox. Vous pouvez aussi nous écouter sur YouTube ou sur le site du magazine l'Express.fr. Les Hommes du téléphone rouge est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros.